Terrible. Enfin, il y a peut-être une particularité avec Dragon Ball, parce qu'on en parlait, que Son Goku découvre que pour faire la différence entre les filles et les garçons, il faut faire paf paf pour voir s'il y a les organes génitaux. Il y a quand même des aspects assez, comment dirais-je, assez peu évidents à expliquer ou à légitimer par rapport au public français occidental, notamment le rapport, parce qu'on parlait tout à l'heure des personnes plus âgées qui arrivent vers les plus jeunes, par exemple de Tortue Géniale, pour ceux qui connaissent ici, il y a quand même un intérêt très particulier auprès des très jeunes filles. Oui, enfin, Tortue Géniale veut toucher les seins de Bulma, qui est une jeune fille qui est entièrement formée, donc on n'est pas non plus sur un vieux sadique qui veut... donc il y a cet intérêt-là, il est là. Ensuite, il est traité entièrement sur le côté du gag. Il y a quand même le passage où Bulma va soulever sa jupe parce qu'il y a un adversaire qui est invisible et donc Tortue Géniale a le sang qui gicle du nez, qui est le symbole de l'excitation sexuelle dans le manga, qui va permettre de localiser la personne. On est vraiment sur le côté du gag. On n'est pas... Dragon Ball n'a pas pour but non plus de représenter la sexualité dans un but documentaire, réaliste et autres. On est quand même sur un jeu. Donc voilà, un autre truc qu'il faut mentionner également, c'est la manière dont on a reçu les mangas en France, c'est qu'au Japon, il y a une segmentation qui est très très claire au niveau des publications. Donc Dragon Ball est publié dans Shonen Jump. Shonen Jump, c'est les 10-15 ans. Ensuite, quand on grandit, on peut passer, quand on est entre 18-25, à Young Jump. Donc c'est toujours la même maison, la même écurie, mais brusquement, il y a un peu plus de sexe. Puis ensuite, quand on continue, on va passer au-dessus. Quand on a entre 25 et 30 ans, on va passer à Business Jump de mémoire. Et ensuite, quand on a dépassé les 30 ans, on va lire Super Jump. Et chacune de ces... et ça, j'ai pris Jump parce que c'est Shueisha, c'est le numéro 1 au niveau du shonen. Mais il y a la même chose chez Kodansha, chez Shogakukan, qui sont les autres gros éditeurs. Et comme ça, on a toute une gamme pour tous les âges, où on reste dans la même écurie en quelque sorte. Et on a une progression dans les thèmes qui sont abordés. Ce qui se passe, c'est qu'en France, il y a eu... la déferlante est arrivée et... que ce soit les gens qui ont programmé des dessins animés ou certains des éditeurs, on a sorti pas mal de choses sans forcément mettre forcément donner tous les guides qu'il y avait chez les Japonais. Et on s'est retrouvé, enfin, le Club Dorothée est un bon exemple de choses qui ont été programmées à des heures qui n'étaient pas prévues. Alors maintenant, on a des choses qui sont programmées à des heures tardives, comme le hentai, avec quelque chose de bien ciblé, mais il y a eu beaucoup de confusion, je pense, au début de l'arrivée du manga et des animés, qui n'ont pas aidé à faire le tri et qui ont entretenu cette image un peu bizarre. Le manga est arrivé en France avec autour d'une culture de marché, pas de culture pédagogique. Et au Japon, le manga, il y a des catégories de manga pour tel âge, tel âge. Il y a une construction pédagogique en même temps qui est parallèle avec une construction de marché, mais qui ne déstabilise pas la société, quoi. Il y a une éducation en même temps qu'un réalisme économique. Ici, le manga, il est arrivé autour du voyeurisme, quoi. Donc, qu'est-ce qui a bien marché? Sexe et violence, mais c'était du sexe et de la violence de voyeuriste, de frustration, quoi. Mais il n'en reste pas moins que les deux grands points importants pour moi, aussi bien dans la société japonaise et la société française, c'est la relation au sexe et à la violence, quoi. Ça, c'est c'est les thèmes fondateurs, et c'est les thèmes, c'est les énergies sur lesquelles on construit des hommes et des femmes, quoi. Donc là, peut-être maintenant, à partir du moment où on peut faire ce genre de débat à Angoulême, on peut peut-être poser les bases d'un autre travail éditorial pour amener quelque part à une maturité dans la relation au sexe, où quelque part les Japonais l'ont plus que nous, pour des raisons, comme tu disais, historiques et à mon sens qui passent beaucoup par rapport aux relations, ce qu'on appelle spirituelles, à la tradition, quoi, que nous on a complètement occulté. C'est-à-dire que, pour ma part, la différence que je vois entre la relation au sexe chez les Asiatiques et ici chez les Occidentaux, c'est que nous, par rapport aux Japonais, là je suis allé au Japon novembre et décembre, et en allant au Japon, j'ai pu me déplacer dans la modernité de Tokyo. Je suis allé aussi à Nara, qui est quelque chose vers le 6e siècle, tout ça, de période bouddhiste. Après, je suis allé à Tokyo,
dans l'endroit aussi bouddhiste d'une autre époque. Après, je suis allé à Yamagata, d'autres écoles bouddhistes, et je suis allé aussi dans le temple Shinto. C'est-à-dire que les personnes japonaises qui sont par exemple dans la modernité peuvent développer en eux un être, simplement une personne pour qui il lui convient mieux d'être dans une expression ou le voie de Shinto. Il peut. Pour nous, ça correspondrait à l'époque de Gaulois animistes, vous voyez, notre période gauloise, celtique, toutes ces choses-là. Mais ça n'existe plus. Par exemple, si il y a un japonais, la modernité, ça ne le satisfait pas, il peut aller dans l'espace bouddhiste et épanouir son être. Mais dans l'espace Shinto ou dans l'espace bouddhiste, il épanouira son être, on va dire, sur le plan spirituel, mais aussi même sexuel, quoi. Il y a comment dire, on peut dire quelque part l'aspect pornographique, de groupe, tout ça, ça peut rejoindre le bacchanal, les cultes de la nature, à la déesse mère, des choses comme ça, des rituels qui ont existé dans notre société, qu'on a édulcoré, mais il y a des aspects comme ça qui existent dans la société japonaise et qu'on peut vivre sans être écarté de la société, quoi, ou en étant à l'écart, sans exposition, ou même dans le cadre, si on se sent plutôt vers le bouddhiste, avoir des pratiques tantriques selon l'école de bouddhisme où on a des relations tantriques avec sa partenaire qui demande des connaissances énergétiques, des connaissances de respiration, une manière de transcender la sexualité, d'exploser à deux, de toucher le divin et l'orgasme. Mais si on est Shinto, on peut mettre en avant plus l'animalité, c'est des besoins qui se sont étalés historiquement, quoi. Et après on peut avoir une sexualité moderne, se branler tous les soirs comme un otaku et il se passe rien, quoi. Et donc là on est dans la société de marché avec le problématique de après industrie de sexe et tout pour qu'on continue à consommer, quoi. Voilà, pour ce qui nous concerne, même dans le christianisme, il y avait une expression de la sexualité qui a été gommée au fil du temps, qui correspondrait à la sexualité tantrique qu'on retrouve dans le bouddhisme, ça n'existe plus, quoi. Donc, pour résumer, les Japonais bénéficient d'avoir pu avancer dans le temps sans couper la tête de ce qui était antérieur. Nous sommes avancés dans le temps en reniant toutes les périodes antérieures. Nous sommes des gens déracinés. C'est pour ça que ça soit dans le domaine de sexe ou de violence, le Japon, il est gentil, il nous fait une prestation de service pas chère pour l'instant, pour pouvoir retrouver notre sens, notre centre, des choses comme ça, quoi. Il y a une dimension pédagogique et éducative, quelles que soient les démonstrations d'excès. Par exemple, comme toi, tu es dans une voie, quoi, tu fais le cinéma porno. Pour moi, d'un point de vue japonais, je considérerais que tu es dans une voie qui te permet de trouver ta nature, ta personnalité, quoi. Après, les autres, ils permettent de vivre selon où ils en sont avec eux-mêmes, quoi. Mais c'est quelque chose de noble, quoi. Moi, je vois plein de gens qui viennent, tout ça, quoi. Moi, je pense qu'ils doivent avoir du respect pour toi, parce que toi, tu es un être qui va dans ta voie. Tu vois, ça, c'est la sexualité japonaise, quoi. Nous, vous savez, qu'est-ce que c'est, là? On vient tous, tu vois, on est un peu infantile. Voilà. C'est comme ça que je comprends un peu les choses, pour l'instant. Oui, c'est une manière de s'exprimer. C'est difficile de passer après lui, hein, quand même. Non, il y a une phrase que je trouvais intéressante dans cette interview où il disait qu'une société où la sexualité n'aurait pas de limite serait une société en danger. Effectivement, on a besoin de normes, on a besoin de lois. Sinon, ça voudrait dire que le viol serait admis. Il faut effectivement, même moi qui fais du X, je suis pour des règles, de la même manière que MCM diffuse les programmes d'ailleurs après 22h30 justement parce que ce sont des programmes qui sont destinés aux plus de 16 ans et qu'il ne serait pas décent de les diffuser par exemple à 14h le mercredi. Mais je pense que sans parler de différences de culture occidentale ou asiatique, voilà, pour le coup je suis beaucoup moins au courant que ces messieurs. Je pense qu'il ne faut surtout pas oublier que le porno comme le manga, et le manga plus encore puisqu'il s'agit de virtuel, sont avant tout des exutoires. Justement, vous parliez de la fonction cathartique, de la même manière que dans l'Antiquité, la tragédie est née justement parce qu'on devait exprimer nos pulsions de meurtre et qu'il y avait une vraie valeur sociale là-dedans. Et la violence et le sexe se retrouvent justement parce qu'on a tous en nous ces pulsions. Et elles font partie de la nature humaine. Et c'est une erreur de penser
encore une fois, c'est très occidental, très judéo-chrétien de culpabiliser par rapport à ces pulsions-là. Et je pense qu'au contraire, le manga enfin, l'art de manière générale, le rock'n'roll, la musique, le cinéma sont justement là pour évacuer ces pulsions. Après, il y a des manières plus ou moins nobles de les faire, mais je pense qu'il y a un vrai rapport, en ce qui me concerne, un vrai rapport justement entre le hentai et la pornographie, parce qu'on est vraiment montré du doigt. En même temps, ça intéresse tout le monde. Et malgré tout, eh bien, on reste en marge parce qu'il y a quelque chose qui fait peur là-dedans. Ça fait peur tout simplement parce que c'est un espace de liberté extrême. Et le hentai, moi, m'interpelle justement parce qu'on est dans le domaine du possible et de l'infini. Tout est possible, toutes les mises en scène sont possibles. Il n'y a pas de problème vraiment de morale puisqu'on n'a pas d'acteurs, on n'a pas d'êtres humains qui sont en jeu. Il n'y a pas de problème de consentement. Donc lorsqu'on a une mise en scène, par exemple, de viol ou de situation où une femme se fait, on va dire, abuser par son patron, par son voilà, par exemple dans son bureau, dans une situation professionnelle. En ce qui me concerne, en tant que spectatrice, je ne vais pas me sentir mal parce qu'il s'agit de quelque chose de virtuel et donc simplement d'une projection d'un fantasme. Et on n'avait pas de problème non plus dans les années 70 à avoir ce genre de situation. Donc bizarrement, on a régressé. On a régressé et finalement, la question c'est pourquoi est-ce qu'on a ce débat aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a ce paradoxe entre des genres qui à la fois ont un succès énorme, qui nous réunissent aujourd'hui et qui en même temps restent montrés du doigt et critiqués. Pourquoi est-ce que cette peur reste en nous? Est-ce que ça serait pas aussi quelque chose de très occidental et de très français? Il y a quand même une forme d'hypocrisie quand même. Parce qu'on est, comment dire, oui, il y a une peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir faire exploser le couvercle de la marmite, ça c'est sûr. Il y a une transformation qui est en cours dans la société française. Et c'est totalement ça. C'est-à-dire, ouais, je reprends le fil de ma pensée. On connaît tous les grandes problématiques qu'il y a dans la société actuellement, avec tous les mensonges et ceci, cela. Et ici, on est dans un festival de BD avec une richesse éditoriale immense parce que c'est festival international et effectivement, on croise des auteurs américains, Taïwan, Hong Kong, japonais, tous les pays et tout. Donc tous les problèmes qu'on peut vivre au quotidien, les clés sont exprimées dans plein de BD ici. Mais simplement, il suffit d'avoir envie de faire le ménage, quoi. Il y a des problèmes de chef dans les médias où la tension elle n'est pas assez forte, quoi. Parce que, comment dire, moi par rapport à mon âge, je viens de génération 70, quoi. Hippie, tout ça, quoi. C'est-à-dire que moi, les trucs de sexualité, de cul, tout ça, j'ai connu, je sais pas, l'esprit de communauté et tout ça, de baba cool, quoi, on fume en dépète, on nique et c'est tout, on fait la teuf, quoi, sous les étoiles et tout. C'était comme ça. Et il y a eu un rétrécissement avec le temps, et quelque part, pour préserver cette liberté de relation au réel, pour moi, pour continuer cette liberté, il a fallu rentrer chez les gens qui vivent marginalement. Les gens qui sont libres dans notre société, c'est les gens qui ne vivent pas comme tous les autres, quoi. J'ai l'impression que la perversité, elle est beaucoup plus du côté du regard des autres que dans l'acte lui-même. Ouais, mais je voudrais quand même un truc, le regard qui est porté, je dirais, la critique qui est faite vis-à-vis du manga et du dessin animé, elle est aussi très attachée à la forme. C'est-à-dire qu'en France, la bande dessinée, bien que reste attachée à l'enfance, le dessin animé reste attaché à l'enfance. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a on le voit ici, il y a la bande dessinée, quand on précise qu'elle est adulte, on est obligé de préciser qu'elle n'est pas porno, parce que pendant un moment, la bande dessinée pour adultes a été porno. Et il y a la bande dessinée, par essence, ça reste on est dans la grande bulle, donc vous avez Dupuis là-bas avec Spirou, vous êtes sur du truc qui doit parler de 7 à 77 ans. Quand on dit de 7 à 77 ans, c'est surtout pour les 7-10 ans, et en espérant que les gens continuent à lire. Et le dessin animé, c'est pareil. C'est pour ça qu'on m'a invité aussi. En fait, tu es en train de dire que tous les gens qui sont à Angoulême aujourd'hui, il y a une espèce de refus, alors que la bande dessinée, c'est un des médias, dans les médias, le livre, c'est le média, entre guillemets, le plus consommé. Sauf qu'il y a une vache de différence entre consommer des BD en masse dans la société et l'incidence qu'a eu sur la société le Capital de Karl Marx ou la Bible.
Ce que je veux dire par là, c'est que en tant que livre qui transforme le réel, la bande dessinée est restée, et ses lecteurs, à un niveau infantile. En fait, on a surtout pas voulu accepter. Oui, on n'a pas voulu accepter de l'idée qu'elle change. On est resté sur cette idée que c'était une lecture simple. Alors, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est très étonnant. Il y a cette idée qui a été entretenue pendant très longtemps que la bande dessinée c'était une lecture pour enfants qui était une lecture intermédiaire. C'était une étape qui permettait d'accéder à la vraie lecture, qui est des vrais livres. Il y a quelques semaines sur un blog du Figaro, je crois, une critique littéraire du Figaro qui se plaignait de ce qu'il y avait des études qui étaient faites en disant que voilà, la lecture progresse, mais c'est pas vrai parce que dedans on compte les bandes dessinées. Les bandes dessinées c'est pas des livres, et puis dedans on compte aussi les livres de science-fiction et de fantasy. C'est pas des vrais livres. Et en gros pour cette critique, la seule vraie lecture c'était Proust ou rien, et tout le reste c'était n'importe quoi et qu'il fallait vraiment arrêter de dire que ça progresse. En fait, lire une bande dessinée c'est extrêmement compliqué parce que ça demande des mécanismes qui sont pas évidents. Finalement, lire un livre c'est plus simple parce qu'on sait où ça commence. On commence au début de la ligne, une fois qu'on est au bout, on change de ligne en dessous. C'est assez simple, c'est très linéaire. Lire une bande dessinée, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Un manga d'autant plus parce que ça fait souvent référence à des grammaires qui sont très différents de ceux à quoi on a l'habitude quand on grandit dans un environnement de bande dessinée franco-belge. Et donc cette idée qui dure encore aujourd'hui, comme quoi la bande dessinée c'est une lecture pour analphabète, c'est une sous-culture pour sous-lecteur en quelque sorte, mais fait aussi qu'on l'empêche de grandir et qu'on continue à s'étonner dans un festival comme celui-ci qui est quand même à sa 38e édition, on pourrait croire qu'il est adulte, on continue parfois à s'étonner que la bande dessinée puisse parler de sujets adultes dont la sexualité fait partie, mais aussi la question de la violence, la question de la guerre, la question du rapport à la mémoire, la question du rapport au tabou, des choses comme ça. Et voilà. Donc c'est vrai que tant qu'on reste bloqué sur cette idée que la bande dessinée et le manga a fortiori est une lecture pour les jeunes, c'est vrai qu'on continuera à s'étonner qu'elle puisse parler de sexe, alors que les hentai sont quand même destinés à des plus de 18 ans, aussi comme certains, le porno, voilà, comme le porno. Je veux dire, le X c'est interdit au moins de 18 oui, ans. Oui, mais c'est ça, on attaque, ça me fait sourire parce qu'on attaque beaucoup le porno par rapport